Camilia, 7 ans, est morte hier, tuée par l'inconséquence, l'inconscience, la bêtise d'un jeune homme. Rouler à vive allure à moto sur une roue fait de vous un criminel en puissance. Le jeune homme est sorti libre de sa garde à vue contre l'avis du parquet qui avait demandé sa détention. Le parquet a d'ailleurs fait appel de la décision du juge des libertés. Le conducteur irresponsable de la moto sera sans doute mis en examen pour homicide involontaire. Merci, la justice française, a écrit sur sa page Facebook le père de Camilia. Ce drame n'est pas un simple fait divers. Les rodéos pourrissent le quotidien de millions de Français chaque jour. Les rodéos, hélas, sont devenus faits de société. Il existe plusieurs logiques pour interpréter une décision de justice. L'individualisation de la peine en est une, elle a peut-être prévalu ici. Une sanction aussi a une valeur d'exemple. Il s'agit d'une autre logique. Une sanction a une valeur pédagogique. Laisser en liberté un homme qui tue une enfant de 7 ans alors qu'il roule trop vite et trop mal est un signal d'indulgence qui est envoyé à toute la société. On ne peut pas d'un côté vouloir lutter contre les rodéos et ne pas sanctionner durement ceux qui contreviennent à la loi. Le politique exprime par la parole une autorité que la justice ne confirme pas par des actes. Cette affaire illustre le malaise qu'il existe en France entre la théorie et la pratique. Il est 9h01, Chana Lousteau. Bonjour Chana. 9h30, l'heure des pros sur CNews et Europe 1. Emmanuel Macron poursuit ses consultations pour trouver son nouveau Premier ministre. Il est actuellement avec Bernard Cazeneuve, ancien locataire de Matignon sous François Hollande. Et il recevra Xavier Bertrand dans la journée, 2 potentiels prétendants au poste. Le chef de l'État devrait, je dis bien devrait, annoncer sa décision d'ici 48 heures. Une cérémonie d'hommage à l'adjudant Éric Comines aura lieu cet après-midi. Elle sera organisée au groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes à Nice et elle sera présidée par Gérald Darmanin à la demande de la veuve d'Éric Comines. Des hommages seront rendus au même moment dans toutes les préfectures et dans toutes les unités de gendarmerie. Et puis aujourd'hui, c'est la rentrée des classes. 12 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école. Et cette année, attention, il y a du changement. Parmi les nouveautés, les élèves de 90 établissements scolaires ont fait leur première rentrée avec un uniforme. Mais selon la professeure des écoles, Lisa Kameniersig, cette mesure n'aura aucun effet sur le niveau des élèves. Écoutez. C'est cosmétique, c'est ce que j'appelle le culte du cargo. Vous savez, on pense qu'en imitant ce qui se fait dans d'autres pays, en l'occurrence on imite ce qui se fait dans les pays asiatiques qui sont très performants dans leur politique publique scolaire. Donc on imite ce qui se passe dans les pays asiatiques en pensant que ça va résoudre le problème. Ça n'a aucun effet sur le niveau des élèves. Voilà pour l'essentiel de l'information. C'est à vous, Pascal. Merci, Chana Lousteau. Et vous avez gardé, vous, un peu cette âme sans doute de lycéenne et collégienne puisque vous faites votre rentrée aujourd'hui. Et puis, puisque je ne vous avais pas souhaité votre anniversaire avec quelques jours de retard, permettez-moi. Quelques semaines. Chana, avec tous les... Comment ? Quelques semaines de retard. Quelques semaines. Eh bien, au nom de tous les auditeurs et tous les téléspectateurs de CNews et d'Europe 1, bon anniversaire. J'avais, avant de présenter nos invités, une petite musique à vous faire écouter, je suis sûr que vous verrez le rapprochement. Peut-être, ou alors demain. Eh oui, je vais le nommer. Je vais le nommer, le Premier ministre. Fernand Sardou, aujourd'hui peut-être, ou alors demain. Elisabeth Lévy est avec nous, Virginie Giraud, Sandra Buisson, Georges Fenech, Gauthier Lebret et Jean-Christophe Couvi, secrétaire national unité, pour parler évidemment de la mort de Camilia, 7 ans, morte hier. Mais juste avant cela, aujourd'hui peut-être, ou alors demain, manifestement, Bernard Cazeneuve n'est plus l'option numéro 1. Je pensais que vous alliez ponctuer une phrase quelque part. Non, je vous pose la question. Manifestement n'est plus. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est Laurent Wauquiez. Ah bah bien sûr. C'est le problème numéro 1 parce qu'il voulait sans doute choisir un Premier ministre de droite, mais Laurent Wauquiez refuse toute coalition, toute association, programme. Il propose un programme, mais sans vouloir l'appliquer. Donc, dans ces cas-là, c'est son problème numéro 1, Emmanuel Macron. Dans ces cas-là, il est obligé de se tourner un peu vers la gauche, mais Bernard Cazeneuve, ça serait compliqué pour la gauche. Il a été hué ce week-end par les militants du Parti socialiste. Donc, la tendance, c'est de prendre, entre guillemets, et c'est en tout cas ce qui nous revenait hier, nobody.
Et, Nobody, donc un gouverneur, et pourquoi Xavier Bertrand et Bernard Cazeneuve sont à l'Élysée ce matin pour sans doute leur proposer des grands ministères. Parce qu'on parle de Matignon à juste titre depuis 40 jours, mais il ne faut pas qu'un Premier ministre, il faut un gouvernement et des dizaines de ministres. Donc après, c'est bien beau de trouver un Premier ministre avec qui il va faire équipe, et il faut des gens compatibles qui viennent à la fois de la gauche et à la fois de la droite. Donc en fait, c'est un peu dur en même temps. Pour un programme surtout. Non, oui, alors un programme, et bien sûr, mais bon, on voit bien que ça va avancer mesure par mesure, loi par loi, et qu'il ne va pas se passer grand-chose pendant un an. Monsieur Pau, oui, Georges Fenech. Vous avez dit le problème d'Emmanuel Macron, c'est Laurent Wauquiez. Oui, c'est exactement ce qu'on me rapporte. Et vous avez dit il refuse toute coalition. C'est exactement ça. Mais est-ce que monsieur Macron a proposé au LR une cohabitation et non pas une coalition? Oui. C'est ça la question, au fond. Est-ce qu'il est prêt, le président de la République, une cohabitation, à faire puisqu'il voulait un Premier ministre de droite. La lecture parlementaire de la Constitution en disant je vous remets les clés, gouverner, article 20 de la Constitution. Mais vous êtes gentil, Georges. On ne peut pas une cohabitation avec 60 députés. Est-ce qu'il y a eu cette proposition? Non, mais ils ont 60 députés à l'Assemblée nationale, et alors, les LR. Après, vous constituez une majorité. Alors, vous faites pas une cohabitation avec un groupe qui a 60 députés. Dans le passé, il y a eu 40 députés qui ont permis. Il n'y a pas de majorité absolue LR. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous ne connaissez pas le fonctionnement de l'Assemblée. Qui même me suivent. J'ai un pacte législatif. Qui même me suivent, j'ai l'impression que vous allez vous retrouver tout seul. Pas du tout. Non, mais c'est. Elisabeth Lévy, parlez pas tous ensemble. On fasse une objection à ce moment-là. Si Laurent Wauquiez est légitime, pourquoi est-ce que ANFP ne le serait pas? Ils ont 180 députés, c'est quand même extraordinaire. Il a parlé de Laurent Wauquiez, je réponds. Je vous dis, ce qui me revient, c'est que Laurent Wauquiez ferme, j'allais dire, sur ses appuis, et même peu influencé par Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, et ce qu'a dit Éric Ciotti de Nicolas Sarkozy est nul et non avenu. Ah, ça, c'est votre avis, hein. C'est mon avis, oui. Généralement, quand je parle, généralement, je donne mon avis. C'est-à-dire qu'on ne traite pas un ancien président de la République comme il l'a traité, surtout quand il est dans son propre camp. C'est-à-dire qu'on ne traite pas, on ne dit pas de Nicolas Sarkozy, il est le petit télégraphiste. Je trouve. Ah, ça, je suis d'accord avec vous. C'est tout ce que je vous dis. C'est tout. Oui, c'est-à-dire que la manière dont il a parlé du président de la République, voilà, il faut savoir qui on est quand même dans la vie, me semble-t-il. Il pourrait avoir un peu de respect pour l'ancien président de la République, qui plus est dans son camp. Mais je referme la parenthèse. On en parlera donc tout à l'heure. C'est sans doute demain, visiblement. Hein. Oui, c'était sans doute ce week-end aussi. Non, mais là, il va pas consulter. C'est pas le docteur Knock. Il va pas consulter toute sa vie. Je veux dire. Il joue moins bien que le jouvet, oui. Bon. Sujet dramatique, vous le savez, Valoris. Vous revenez tout à l'heure ? Je reviens tout à l'heure. Vous revenez tout à l'heure. Non. Restez là. Je reste là. La petite Camille, 7 ans, est donc morte hier. Son père qui l'a annoncé dans une prise de parole. La fillette avait été percutée jeudi soir par une moto en roue arrière à Valoris. Je vous propose de voir le sujet de Tounia Tengour. Et Sandra Buisson va nous donner les informations, parce que pour le moment, il était mis en examen pour blessure involontaire, le conducteur, et par la jeune fille, l'enfant est décédé. Donc j'imagine qu'il va avoir requalification. Vraisemblablement, oui. Ces prochaines heures. Voyez le sujet de Tounia Tengour. On m'a dit qu'elle n'a pas souffert, le plus important. Et même dans sa mort, elle n'a pas pleuré. C'est la voix pleine d'émotions et entourée de ses proches que le père de la petite Camilla a annoncé ce dimanche que sa fille avait succombé à ses graves blessures. Je vous remercie vous, je vous remercie tous les médecins qui ont fait plus qu'il fallait. Franchement. Parce que déjà à la base, ils savaient qu'il n'y avait pas d'espoir. À Valoris, là où la fillette a été percutée par un motard jeudi, l'émotion se mêle à la colère depuis l'annonce de la libération sous contrôle judiciaire du chauffard. Le parquet de Grasse, qui avait demandé à l'origine la détention provisoire, a fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention. La chambre d'appel d'Aix-en-Provence a annoncé que la demande sera examinée dans les meilleurs délais. Nabil Boudi est l'avocat de la famille, et notamment des parents donc de la jeune Camilla. Il était ce matin sur Radio Luxembourg. Je vous propose de l'écouter. Ce que je peux vous dire, moi, en tant qu'avocat des parents, c'est qu'il y a eu un véritable sentiment de consternation de leur part, de dégoût et de colère, puisque eux, leur fille ne rentrera jamais à la maison. Donc en fait, la libération de ce jeune conducteur a accentué leur détresse
Et cette détresse est naturellement transformée en colère. L'enquête a été ouverte par un juge d'instruction pour des faits de blessure involontaire. Or là, la fille vient de rendre l'âme de manière tragique. Donc naturellement, le juge d'instruction va requalifier en homicide involontaire. Et cette requalification est importante pour la famille, puisque même les auteurs indirects pourraient être inquiétés. Et je fais référence aux élus locaux dont je vous parlais tout à l'heure. Nous, habitants de Valoris, on sait depuis des décennies que cette route est particulièrement dangereuse. Quand je me suis rendu chez les parents de la jeune Camilia, figurez-vous que j'ai croisé des voisins et dont les mêmes enfants ont été percutés eux-mêmes par d'autres conducteurs sur le même passage piéton il y a de ça quelques mois. Ce qui signifie d'un point de vue judiciaire et juridique, voilà, de ces éléments-là, c'est que la question qui sera posée au juge d'instruction, c'est est-ce que ce drame aurait pu être évité ? Il aurait d'abord pu être évité si vous aviez un conducteur qui faisait pas une roue arrière et qui roulait pas à vive allure. Je veux bien que ce soit la responsabilité du maire, mais là aussi, tout ça me paraît très, très étonnant. C'est pas la responsabilité. Il y a un moment, c'est très intéressant d'ailleurs ce que dit cet avocat. C'est-à-dire que chacun exclut sa responsabilité sur la vie qu'il mène aujourd'hui. Donc c'est la faute de la route, c'est la faute du maire, c'est la faute... non, c'est la responsabilité en tout cas de cet homme. Sandra Buisson, où en est l'enquête et que pouvez-vous nous dire ce matin ? Alors, ce qu'il faut savoir, donc, vous l'avez dit, c'est que l'information judiciaire va être requalifiée, effectivement, puisque Camilia est décédée. Donc, vraisemblablement, ce sera ouvert un homicide involontaire avec violation manifestement délibérée de prudence ou de sécurité. Il risque jusqu'à 7 ans de prison, voire 10 ans si il est prouvé qu'il conduisait à plus de 50 km/h au-dessus de la limitation de vitesse. En ce qui concerne le contrôle judiciaire, il faut savoir que ça n'est pas une sanction à ce stade. Rien ne dit qu'il n'y aura pas procès et qu'il n'ira pas en prison, cet homme. On est au stade de la décision de savoir qu'est-ce qu'on fait de cet homme pendant l'enquête. Est-ce qu'il est plus judicieux de l'avoir sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire pour satisfaire plusieurs critères ? Il y a des critères précis pour pouvoir placer en détention provisoire ou non. Est-ce que c'est nécessaire pour conserver les preuves, empêcher une pression sur les témoins, empêcher une concertation frauduleuse, protéger la personne mise en examen, être sûr qu'il ne s'enfuit pas ou éviter la réitération? C'est à l'aune de ces critères que le parquet avait demandé la détention provisoire et que le juge des libertés de la détention a dû constater que la détention provisoire n'était pas le seul moyen d'arriver à tous ces objectifs. Et donc, non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Et il y a on aussi... aura la décision d'ici quelques jours. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous oubliez quelque chose qui existe. Alors, c'est sans doute pas dans la loi, mais c'est la valeur pédagogique. Oui, mais on n'est pas à l'étape de sanction. La sanction viendra plus tard, au procès. Mais Sandra, quand il y aura un Sandra procès. Buisson, j'entends la position juridique que vous exprimez, je l'entends. Mais il n'empêche que dans l'opinion publique, c'est toujours le même débat qu'on a eu 50 000 fois, c'est-à-dire qu'il y a une valeur d'exemplarité de certaines sanctions, et il y a des valeurs parfois d'exemplarité. Lorsque on met le policier qui a tué Noël en prison, c'est pour d'autres raisons que celles que vous venez d'énoncer là. Oui, parce que c'était criminel et que le trouble à l'ordre public peut être invoqué en matière criminelle. Là, on est en matière délictuelle. Je crois, si je peux me permettre. Mais c'est pour ça que Sandra est présente et ses réponses juridiques sont extrêmement intéressantes. Entièrement raison. Oui, je sais bien. Attendez, mais elle a raison juridiquement. Et pour le reste aussi. Elle a raison sur toute la ligne. Pourquoi ? Vous avez dit dans votre éditorial, vous avez parlé à 3 reprises de sanctions. Vous avez dit individualiser la sanction, sanctionner. On n'est pas au stade de la sanction, pardonnez-moi, parce qu'on est au stade de l'instruction. La détention provisoire, ça n'est pas une condamnation, ou le fait de le mettre sous contrôle judiciaire, ça n'est pas une absolution. Donc, vous pouvez comprendre cela. Vous pouvez, dans la mesure où le critère de l'ordre public en matière correctionnelle ne suffit plus à prononcer une détention depuis 2009. En matière criminelle, oui, le seul critère du trouble à l'ordre public justifie une détention provisoire. C'est intéressant parce que dans le temps, d'ailleurs, ça existait, ça n'existe plus, et tout ça va toujours dans le même sens d'une forme d'indulgence de la justice. Et la preuve, c'est que ça existait avant. Non. Et la preuve, c'est que... il encourt 7 ans. Je vous dis, le trouble à l'ordre public a été enlevé, vous me le dites vous-même. En matière correctionnelle. Et pourquoi ?
C'est bien une philosophie pénale. Parce qu'on considère que la détention provisoire doit être l'exception de l'exception d'exception. Eh bien, c'est une philosophie pénale, oui, ça peut se discuter. Eh bien, ça se discute même pas. Je veux dire, en l'état actuel, cette décision, elle est conforme. Mais ce que je veux vous dire, dans tous nos débats, vous avez 40 ans d'indulgence pénale pour certains délits ou crimes. Pas pour tous. Pas pour tous. Si le parquet le demande, c'est bien que c'est pas possible. Donc, la détention provisoire. Dans son rôle. Il faudrait comprendre l'émoi de la population aussi. Virginie Giraud, je rappelle que vous êtes historienne et qu'on peut vous écouter chaque week-end sur Europe 1. Exactement. Il faut comprendre l'émoi de la population. On a aujourd'hui un jeune homme qui a commis un crime, même si c'était pas son objectif, par accident. C'est pas un crime, c'est un délit. Il a tué une petite fille, je vais reformuler. Il n'a pas tué, c'est pas volontaire. Mais la petite fille est morte. Alors, aujourd'hui, il dort dans son lit et elle, aujourd'hui, elle dort dans un tiroir de la morgue. Tuer crime, il ne s'agit pas de ça. Mais ça, vous faites du droit. Mais non, là, vous déformez les faits. Georges Fenech, c'est ni criminel, c'est ce que je vous dis. Georges Fenech, d'abord il a tué. Non, il a tué ça. Quand vous dites je tue quelqu'un, non, mais il y a une dimension. Mais changeons la phrase. La petite fille est morte. Non, là pour le coup non. Non, là pour le coup non. Il l'a tué, ça c'est. Il l'a tué. Mais si vous me permettez, l'interprétation. Non, c'est pas l'interprétation. Là, les mots ont un sens. Non. Je voudrais avancer dans mon parallèle. Il a commis une faute volontaire de conduite qui a entraîné, sans intention de donner la mort. Voilà. D'accord, mais il l'a tué. Il l'a tué. Le contraire, c'est la réalité judiciaire. Mais Georges, vous ne pouvez pas dire qu'il ne l'a pas tué. Là, on ne peut pas entendre que blanc, c'est noir. Mes mots représentent l'émoi d'une partie des citoyens qui sont offusqués, même si tout est absolument légal. Et je voudrais faire un parallèle historique, justement, pour montrer que cet émoi face à un enfant qui est tué sur la route, il est extrêmement ancien. Vous connaissez tous l'empereur Néron, qui passe pour être très mauvais, eh bien, Suétone, qui est l'historiographe de Néron, le biographe, pour démontrer que Néron est mauvais et qu'il a hérité des vices de ses aïeux, donne un exemple en parlant du père de Néron. Le père de Néron était un conducteur de char extrêmement dangereux qui traverse la voie appienne comme un fou et qui tue un enfant avec son char. Eh bien, c'est l'équivalent d'un accident de voiture, de moto aujourd'hui. Eh bien, déjà, Suétone choisit cet exemple parce qu'il met en émoi l'intégralité de la société. L'État doit protéger les plus faibles, et les plus faibles dans la société, ce sont les enfants. Voilà pourquoi nous sommes tous offusqués, et c'est ça que la justice doit entendre. Ça mérite une lourde sanction. Mais attendez le jugement. Non, mais Georges, d'abord, on va être précis, parce qu'il faut toujours être précis. Et je remercie Sandra Buisson, qui est extrêmement précise toujours, et qui a eu les mots justes sur le plan juridique. Alors, le mot tuer me paraît adapté à la situation, puisque c'est ce jeune homme qui a tué cette jeune fille. Je parle sous le contrôle d'ailleurs de Sandra Buisson. Il n'y a pas de définition dans ce cas-là juridique. C'est-à-dire, ce sera un homicide involontaire. Oui, mais le mot il a tué n'entre pas dans la loi. Il a tué involontairement. Eh ben oui, il a tué involontairement. Il a tué quand même. Bon, et alors je termine avant de donner la parole à Jean. Les parents, oui, on va pas faire l'exégèse du mot tuer pendant 2 heures. Je vais donner la parole à Jean-Christophe Couvi. Mais quand vous dites il l'a tué involontairement, et c'est le problème également qu'il y avait eu avec le fils Aleno. Je veux dire, quand vous prenez votre voiture, que vous avez bu plus que de raison, et que vous êtes sur stupéfiant, et que vous tuez quelqu'un, et de la même manière que ce jeune homme qui roulait vite sur une roue, et que vous dites c'est involontaire, à ce moment-là, la discussion sur est-ce volontaire ou pas, à mon sens, sur le plan en tout cas moral, elle entre dans la discussion. C'est quand même je me permets de le dire. Que de prendre un flingue. Mais vous avez raison, ce n'est pas la même chose de prendre un... la tristesse légitime de Yannick Aleno, le législateur est intervenu pour dire homicide routier. Est-ce que ça a changé quelque chose? Je répète, c'est toujours involontaire. Je répète ce que je dis. C'est chacun après à son sentiment. Si je roule à 200 km/h sur la route et que je m'étonne de renverser quelqu'un ou d'avoir un accident, la question, effectivement, de volontaire se pose. Et un jour, peut-être, faudrait-il se la poser. Bon, je donne la parole, en revanche, à monsieur Couvi. Parce que c'est un peu trop simple, en fait. C'est-à-dire, c'est un peu trop simple de faire des choses qui amènent une conséquence et de dire, oui, finalement, il n'y avait pas la volonté. C'est déjà prévu dans Monsieur Couvi, en fait, votre sentiment... De manquer à une obligation de prudence ou de sûreté, c'est une circonstance aggravante. Mais c'est pas qu'on va pas y arriver, c'est que... On va y arriver, Pascal. Mais est-ce que vous pouvez me dire ici, et je comprends, mais je la partage, la douleur, mais est-ce que vous pouvez me dire, alors, franchement, vous pensez que ce jeune de 19 ans a voulu
tué cette fille ? Je ne dis pas ça, je dis que... Déjà, vous voyez, vous rétrogradez parce qu'il n'a pas voulu la tuer. C'est son comportement qui était extrêmement dangereux et qui a occasionné la mort. Vous avez parfaitement raison, et c'est pour ça que j'essaie toujours d'être au plus près de ce que je pense, mais il n'empêche qu'il a tout fait pour la tuer. Exactement. Il a eu un comportement très dangereux. Donc, c'est-à-dire ou plus exactement, il n'a rien fait pour ne pas la tuer. Mais on dirait qu'on fait du dolto à la petite semaine, en fait. On ne sait pas lui, c'est son comportement. Enfin. Et c'est comme lorsque j'entends cet avocat... c'est ça, la justice. Lorsque j'entends l'avocat... Sanctionner un comportement, oui. Lorsque j'entends l'avocat expliquer que c'est peut-être de la faute de la route... Voilà, c'est comme si ça me paraît assez étonnant. Mais Monsieur Couvi, je rappelle que vous êtes secrétaire national unité. Oui. Alors effectivement, quand on a des cas qui touchent autant d'émotions, c'est très compliqué effectivement d'apporter la loi, parce que la loi elle prend pas en charge cette émotion. Elle est très froide. Et c'est les textes. Alors effectivement, on a d'ailleurs c'est Platon qui disait il y a l'émotion, il y a l'opinion et les faits. Et donc, dans quel cadre on se trouve ? Donc, des fois, on se trouve dans l'émotion. Et là, on le voit parce qu'effectivement, ça nous touche tous parce que on est père de famille. Moi aussi, j'ai 2 filles. J'aimerais pas effectivement qu'un abruti tue ma fille parce qu'il est pas responsable. Il se sent responsable de rien. C'est la liberté. Il y a après l'opinion publique qui est là pour faire bouger les choses et interpeller le législateur en disant effectivement, on en a marre de voir des personnes qui sont interpellées, qu'on voit dans la rue, mais à la fin, c'est les faits, c'est-à-dire la loi, et la loi le permet. Donc en fait, quand le juge, l'opinion va se polariser sur le juge des libertés de la détention qui a libéré cette personne. Le problème, si c'est un problème, mais oui, c'est qu'en fait, c'est la loi qui le permet. Et donc, c'est le législateur qui doit s'interpeller et s'interroger sur le fait, est-ce que la loi, aujourd'hui, est conforme à l'attente de l'opinion publique et l'attente des citoyens ? Les citoyens français, ils demandent quoi ? Ils demandent effectivement que les personnes qui commettent ces actes-là fassent, j'allais dire, à la réalité, en tant qu'homme. C'est-à-dire, je suis un homme, donc j'assume ma responsabilité, et aujourd'hui, effectivement, je ne peux pas être dehors, entre guillemets, alors qu'il y a une autre petite personne, une petite fille qui est dans une boîte et qui ne sera jamais dehors. Non mais quand même. Mélanie Lemay, par exemple, la gendarmette qui avait été renversée en 2020. Aujourd'hui, effectivement, la personne suspectée de l'avoir tuée est dehors. Alors oui, un contrôle judiciaire, il a... Mais elle est dehors parce qu'il y a eu un problème dans la procédure qui a été trop longue et donc le temps légal de détention provisoire... Donc c'est la justice qui est responsable, je suis d'accord, mais n'empêche que dans l'opinion publique... Oui, mais dans l'opinion publique, qu'est-ce qu'on fait passer comme signaux ? On fait passer quoi comme signaux ? Et là, c'est pareil, qu'est-ce qu'on fait passer comme signaux ? Moi, le problème, c'est que ce gamin-là de 19 ans, parce que c'est un adulte à peine mûr, il a 19 ans et moi, je suis motard, j'ai jamais appris à faire des roues arrière. Donc ça veut dire que ça, déjà, s'il l'a fait, c'est qu'il a déjà fait avant. Parce que ça s'improvise pas une roue arrière dans la rue comme ça. Donc ça veut dire qu'on aime bien digresser. Et les parents, il faut juste leur expliquer aussi que punir un enfant, c'est aussi un acte d'amour. Aujourd'hui, on ne punit pas les enfants, on leur met pas de règles, on a l'impression d'être toujours montré du doigt. Eh bien, je suis désolé, mais les punir, quand ils le méritent, c'est prévenir justement. Dernière chose. Non, mais vous l'avez dit, Georges. Mais dans le temps, il viendra. Pour Mélanie Lemay, il est toujours pas venu. Ne tombez pas dans le populisme, Jean-Christophe. Je ne tombe pas dans le populisme. J'ai justement expliqué. Non, écoutez, j'ai expliqué que non, mais arrêtez, parce que si on peut plus dire un mot sans se faire taxer de populiste, ça va, quoi. C'est pas du populisme, je dis Monsieur Couvi. Ça va. C'est ou populisme ou pas. Mais si, parce que c'est insupportable en fait. C'est insupportable. Vous traitez les gens de populistes, de complotistes. D'abord, c'est insultant. Non, il y en a un qui est pas dans le populisme. Voilà, c'est bien notre syndicat. En fait, c'est insultant. Nous, notre syndicat, on met toujours de la nuance dans les choses. Oui, on met toujours de la nuance dans les choses parce qu'il faut mettre de la nuance. N'empêche qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne comprennent plus cette justice. Et le législateur doit se remettre en question parce qu'il y a des choses qu'il ne comprend plus. Et quand on comprend plus le sens de la justice, qu'est-ce qu'on fait ? On compte plus sur la justice et on va se faire justice soi-même. Et à un moment donné, il faut aussi que ce législateur, au lieu de s'occuper des gamelles et des bidons, de savoir qui va être, combien j'ai de sièges, etc. Non, mais à un moment donné, qu'il fasse le boulot. Les gens demandent aujourd'hui à ce qu'on change les lois. Bon, Monsieur Couvi, dernière chose, parce que Sandra va nous quitter. Le profil de ce jeune homme de 19 ans. Est-ce qu'on le connaît ? Est-ce qu'on sait s'il travaillait ? Est-ce qu'on sait s'il est étudiant ? Ces détails-là, on sait juste qu'il n'a jamais fait parler de lui. Là, il était inconnu des services de police, donc il n'a jamais été mis en cause dans une enquête judiciaire. Il a 19 ans, il conduisait sans avoir consommé de stupéfiants, sans avoir consommé d'alcool. Il était titulaire du permis. Il avait l'assurance qui correspondait à la moto qu'il conduisait. Voilà les éléments que nous avons en possession. Et effectivement, vous avez raison. Le fait qu'il travaille ou pas, qu'il ait des garanties de représentation
d'expérimentation. Tout ça a nécessairement été pris en compte par le JLD. Je salue, je remercie... attendez, parce que là on est très en retard. Je salue Pierre Griner, qui est le maire de Kievrechin et qui dit effectivement une chose assez juste. La notion juridique d'involontaire excuse tout en France. Ah oui, voilà, c'est involontaire, c'est pas de ma faute, j'ai pas fait exprès. Toujours la même chose. Et effectivement, j'ai un peu réagi fortement parce que j'ai l'impression que vous voulez vous refaire une virginité, je ne sais pas sur quel sujet, cher Georges, et vous traitez les autres de populistes ou de complotistes. Ben non. Et je veux dire, c'est 40 ans. En fait, vous pouvez pas en permanence regretter ce qui se passe sur ce terrain et ne pas changer les choses en amont. Et je termine avec ça avant d'être avec notre ami Thomas Hill. Ce qui est très intéressant là-dedans, et ça montre bien la philosophie pénale, et peut-être nous écoute-t-il André Valigny. J'ai appris que c'est en 2007, et c'est André Valigny qui a enlevé comme critère de la détention provisoire le trouble à l'ordre public. Je me demande bien pourquoi. Et il voulait l'enlever également en matière criminelle. C'est bien une philosophie pénale, ça. C'est bien une philosophie pénale d'indulgence. Et ben ça fait, et ben vous avez les résultats aujourd'hui. Je suis désolé de vous le dire comme ça. André Valigny, je lui dirai d'ailleurs quand il viendra ici, comme vous, c'est vos philosophies pénales qui effectivement est la justice depuis 20 ans là où elle est. Et aujourd'hui, ben vous venez nous dire que faut pas ce que vous nous avez dit dans cette première demi-heure. Ben moi je pense que vous êtes déconnecté du plus grand nombre sur ces sujets-là. Je pense. Je ne dis rien. Je pense, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas tort. Je pense que vous êtes déconnecté. Je regrette que vous pensiez une chose pareille. Je pense que vous êtes déconnecté, c'est tout ce que je dis. C'est-à-dire qu'il n'est plus temps, en fait. Les gens, comment dire, les rodéos, c'est l'enfer. Mais je suis d'accord. Vous en avez des rodéos en bas de chez vous? Je suis d'accord avec vous. Eh bien, mais vous... Je dis le contraire. Mais oui, parce qu'au fond, vous ne voulez rien changer. Vous ne voulez rien changer. C'est ça, au fond, votre matrice. Vous ne voulez rien changer. Donc effectivement, quand ils seront en bas de chez vous, et c'est ce qu'avait dit une fois Thibault de Montbrial, tant que vous ne serez pas, vous, dans votre vie, impacté par ce que vivent les autres, rien ne changera. Thomas Hill. Thomas Hill, je le salue. Merci Pascal, je vous salue aussi. Il est 9h26, on est déjà en retard. Et on se retrouve à 11h.